plein près dans le cadre des programmes dédiés au plan Sénégal émergent. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé le programme PSE Entrepreneuriat Jeune. Il s'agit d'une première en Afrique pour une offre de formation orientée vers la productivité et la compétitivité. Le chef du projet PSE Jeune décline ici les objectifs de ce programme. Il s'agit d'une réforme phare dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et l'objectif de ce projet, je parle de l'objectif stratégique, c'est de pouvoir développer des compétences pour la productivité et la compétitivité. Ce projet prend en charge les actifs déjà qui sont productifs, mais également, et ça c'est une de nos missions phares, l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que 31% des diplômés de l'enseignement supérieur ne sont pas insérés. Il nous faut adresser ce problème et je pense que c'est un début de réponse par rapport à ce programme. C'est la première fois en Afrique où on délivre un diplôme d'entrepreneur. Pour beaucoup d'entrepreneurs installés, ils ne sont pas passés par une formation formelle. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qui se fait dans nos universités? Nous avons l'habitude de dire, nous vous offrons ci, ça, ça. Et les gens doivent venir dans cette offre-là. Là, ce que nous faisons, nous inversons. Nous allons former en fonction des besoins des individus, en fonction des besoins de notre économie. Le professeur Aminata Sall Diallo, chef du projet PSE Jeunes, est l'invité de l'émission Le Point que vous pourrez suivre à la fin de cette édition. Bonsoir. Ce soir, nous parlons du PSJ, le programme sénégalais dédié spécifiquement aux jeunes dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme globale de l'enseignement supérieur dénommée alignement de l'offre de formation sur les besoins du marché économique, autrement dit avoir des jeunes diplômés et opérationnels dans le même temps. Cet objectif de reprofilage de la jeunesse en quête de formation trouve cet après-midi un début d'exécution avec le lancement de la phase pilote du projet PSEJ, c'est le programme sénégalais d'entrepreneuriat pour les jeunes. Pour en parler, nous avons plaisir à recevoir professeur Aminata Sall Diallo. Vous êtes le chef de projet PSJ, c'est cela? Vous avez lancé officiellement le projet cet après-midi. C'est une début de fin d'un processus, non? Oui, nous sommes à la fin d'un processus, oui. Un appel à candidature qui a été lancé il y a de cela plus d'un mois, et donc un processus extrêmement sélectif qui nous a permis aujourd'hui de retenir la première cohorte de jeunes que nous allons former à l'entrepreneuriat. On va revenir sur le nombre et le processus qui a abouti un peu à cette sélection-là, mais en attendant, on est rattrapé par l'actualité qui secoue le monde éducatif. Vous êtes un homme du Sérail, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation est en bisbille avec ses enseignants, ses élèves-maîtres, hein, qu'on appelle élèves-maîtres fraudeurs. Récemment, il a eu le soutien du Parlement. Vous, en tant que professeur, vous avez été formé à bonne école, j'imagine. J'ai vu, vous avez atteint les sommets de l'éducation. Vous êtes en train de promouvoir une élite dans le secteur de l'enseignement supérieur. Vous, c'est quoi le sentiment qui se dégage quand vous analysez un peu toute cette actualité? Je pense que le premier intrant dans l'éducation, c'est l'enseignant. C'est le formateur. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire entrer dans le système éducatif des intrants qui vont poser problème demain. Je pense que la qualité des enseignants est quelque chose qu'on ne peut même pas négocier. Je pense que nous avons été victimes. Quand je dis nous avons été victimes, je parle du monde éducatif globalement, de la gouvernance mondiale de l'éducation. Nous avons introduit dans nos systèmes éducatifs des volontaires de l'enseignement. Nous avons introduit, pour pouvoir avoir une scolarisation primaire universelle, un certain nombre d'enseignants, peut-être qui n'étaient pas tout à fait qualifiés. C'est un déclic maladroit un peu dans le processus? Non, je pense que c'est la gouvernance mondiale qui nous a menés là où on est arrivé. Il faut le reconnaître. Le Sénégal avait un système éducatif extrêmement puissant. Et je pense que nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Nous avons pratiquement formé toute l'élite africaine, ici au Sénégal. Mais nous avons été rattrapés par des politiques de gouvernance
au niveau mondial qui ont imposé la scolarisation primaire universelle, le recrutement d'enseignants volontaires. Et je pense que nous connaissons ces dysfonctionnements parce que tout simplement, nous sommes rentrés dans un processus de mondialisation dans le domaine du système éducatif, alors que l'éducation doit être la souveraineté des États. Et cela intervient dans un contexte où le PASEC, on peut, sur la qualité de l'enseignement dans une dizaine de pays du Confémen, fait état de la baisse du niveau de l'enseignement et des élèves de manière générale. Pour vous, tout cela ne grandit pas le Sénégal, qui est connu quand même pour être un berceau, un réceptacle de bon profil. Le Sénégal n'est pas la seule victime. Je pense que cette situation de dégradation de la qualité des enseignements dans le système éducatif n'est pas quelque chose de propre au Sénégal. Je pense que beaucoup de pays africains souffrent des mêmes maux. Et c'est toujours la même chose. Nous avons, à un moment de l'histoire, opté pour des stratégies où on aurait dû être ferme, où on aurait dû dire non, nous tenons à la qualité des enseignants. Nous nous sommes laissés emporter par cette gouvernance mondiale. Les pays africains, aucun n'y a échappé. Et aujourd'hui, le fruit de tout ça, c'est les produits que nous sortons, qui nous sommes conscients ne sont pas de qualité. Pour vous, le ministre Serigne Mbaye Thiam a creusé l'abcès, il faut qu'il aille jusqu'au bout, la logique. Tout à fait. Je pense que je ne parle pas de la communauté enseignante, mais tout Sénégalais devrait le soutenir, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. L'éducation, c'est l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants, c'est de cela qu'il s'agissait pour vous cet après-midi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez lancé officiellement la phase pilote du PSJ. Parlez-nous un peu de ce projet-là. C'est quoi? Quels sont ses objectifs? Alors, un objectif stratégique, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le développement des compétences pour la productivité et la compétitivité. C'est un programme qui prend en charge les acteurs productifs. Mais l'essentiel de notre cible, c'est la jeunesse. En fait, c'est un programme qui cherche à améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Ouais, donc vous ciblez un peu les étudiants qui ont déjà le diplôme, c'est bac plus combien? Minimum bac plus 2 pour pouvoir rentrer dans ce programme. Parce que ce programme est une formation diplômante qui va délivrer une licence, qui va délivrer des formations niveau M1, Master 1 et également niveau Master 2. Mais ce que nous cherchons réellement à travers ce programme, c'est à former et accompagner des créateurs d'entreprises. Nous sommes responsables de l'alignement de l'offre de formation sur les besoins économiques. C'est une nouvelle option, il faut le préciser. Oui, parce que jusqu'à présent, je pense que le paradigme, c'était d'offrir des formations. À tous azimuts. Et les gens devaient rentrer dans ce que nous leur offrons. On tend à changer de paradigme. On répond à des besoins. On répond à des besoins. Alors, du général, vous arrivez au particulier maintenant. Oui. C'était une formation généraliste, de toute façon, dans l'enseignement supérieur public de manière générale. Il n'y a pas que ça. Dans l'enseignement supérieur également, il faut que les gens le sachent. Il existe des formations professionnelles. Il existe des formations techniques. Oui, mais à l'Université Cheikh Anta Diop, on est obligé de faire un concours après avoir obtenu peut-être son master ou sa maîtrise à l'époque. Il faut faire un concours pour accéder à un profil. Non, je pense qu'il existe des instituts, des écoles. Prenez le cas, et même des facultés. Prenez le cas de la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie. Un médecin, c'est quand même une formation professionnelle. Un pharmacien, c'est des formations professionnelles. Quand vous allez à l'EBAD, quand vous formez des bibliothécaires, archivistes, vous formez bien à des métiers. Donc, il ne faut pas oublier que l'université, en tout cas Cheikh Anta Diop, est formée de facultés, certes, mais également d'instituts et écoles qui forment des ingénieurs, qui forment des médecins, des pharmaciens, qui forment des journalistes à travers le CESTI, et j'en passe. Donc, il existe bien une formation professionnelle dans l'enseignement supérieur. Il existe également une formation technique dans l'enseignement supérieur, et nous allons augmenter le nombre de formations techniques et professionnelles à travers les instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui vont être mis en place et dont le premier
qui est la référence aujourd'hui, est l'ISEP de Thiès, et que nous allons généraliser au niveau national. Aujourd'hui, vous avez officiellement enrôlé 1 millier de jeunes diplômés. Dites-nous un peu comment ce processus-là s'est passé. Ils étaient au départ, j'imagine, 8 000. Non? Oui. En fait, c'est un processus qui a été extrêmement sélectif. Nous aurions aimé prendre tout le monde. Mais je pense que la qualité a ses exigences. Et par rapport, en tout cas, à l'ingénierie pédagogique, au financement dont nous disposons, nous ne pouvons pas enrôler plus de 1000. Nous avons mis en place un processus qui est totalement transparent, totalement dématérialisé, avec des candidatures en ligne. Nous n'avons vu aucun candidat. Les candidatures étaient en ligne. Après cela, nous les avons classés. Le premier classement nous a permis de retenir 1500 étudiants. Sur ces 1200 étudiants, nous avons envoyé l'ensemble des dossiers à 70 personnes dans différents domaines prioritaires du PSE pour faire un choix. Et ces personnes étaient choisies sur quelle base? Ces personnes devaient être, premièrement, porteuses d'idées de projet. Deuxièmement, d'un diplôme d'enseignement supérieur, au moins Bac+2, parce que nous ne faisons pas face à un problème douloureux qui est l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Quel gâchis! 31% de diplômés de l'enseignement supérieur non insérés. Je pense que cette question mérite d'être vue. Donc, nous avons, un des critères, c'était il fallait titulaire d'au moins un Bac+2. Après cela, la motivation et l'engagement pour nous étaient extrêmement importants parce que je pense qu'une des valeurs dans ce programme, c'est le patriotisme économique. Nous avons beaucoup reçu de notre pays. Nous devons aujourd'hui rendre à notre pays. Et quand on identifie les besoins de notre pays, notamment les besoins économiques de notre pays, on se rend compte que nous avons un gros déficit en PME, en PMI. Et malgré beaucoup de politiques qui ont été déployées pour pouvoir densifier notre tissu économique en PME, PMI, nous ne nous sommes pas arrivés à régler ce problème. Et nous voulons l'adresser autrement, après avoir fait un diagnostic très simple qui nous montrait que la formation devait être une formation de qualité et que l'accompagnement était défectueux jusqu'ici et que nous devons vraiment, pour résoudre ce problème, former, accompagner. Former, accompagner, vous voulez, à part de ces deux paradigmes-là, étoffer le pays davantage en matière de PME, PMI, mais faudrait-il que ces petites et moyennes entreprises ou industries collent un peu avec les besoins du pays pour son développement, pour le plan Sénégal émergent auquel vous vous êtes adossé pour un peu mettre en place ce projet-là. Quelles ont été un peu les filières prioritaires dans le cadre du recrutement de ces 1000 jeunes diplômés? Nous avons épousé complètement les domaines prioritaires du PSE. Nous avons choisi pour la première année de former dans les 4 premiers domaines prioritaires du PSE, à savoir l'agriculture, l'agroalimentaire, l'agrobusiness, les produits de la mer, l'habitat, la construction, l'énergie, l'éthique, le transport, la logistique et la distribution. Voilà les 4 domaines prioritaires. Et on oublie ici le secteur des services informatiques, tout ce qui est télécom. Non, parce que dans l'éthique, nous avons parmi les personnes qui ont été recrutées, plus de 237 personnes dans le domaine d'éthique. Important parce que le pôle urbain de Diamniadio réserve une large part au volet informatique. Tout à fait. Le pays doit s'adosser aussi sur un peu ces nouveaux services-là pour se développer. Le pays a un énorme potentiel dans ce domaine. Et je pense que ça fait partie de nos atouts. Et nous devons les mettre en exergue encore plus. Et vous confirmez ce soir que les critères de sélection ont été totalement objectifs. Dites-nous un peu qui sont ces gens qui sont intervenus un peu sur la chaîne de sélection de ces gens. Alors, les gens qui sont intervenus dans la chaîne de sélection, c'est d'abord la machine elle-même. Les gens ont postulé et en répondant aux questions, ils avaient un certain nombre de points pour chaque question. Et la machine les a classés selon leur note finale. Et c'est comme ça que 6500 étudiants ont été, entre guillemets, éliminés. Et les 1500 ont été pris. Et après ça, nous avons demandé aux étudiants de présenter
une vidéo, de poster une vidéo où ils présentaient leur projet et ils se présentaient eux-mêmes pour nous permettre donc d'apprécier. Et nous avons fait appel à une équipe internationale dans les domaines prioritaires. Ils étaient au nombre de 70 personnes à qui nous avons envoyé ces différents projets et qui les ont notés et classés. Ils sont à l'extérieur du Sénégal. Il y en a qui sont à l'intérieur. Non, il y en a qui sont à l'intérieur, la majorité. Cette équipe internationale, oui. Et ceux qui sont à l'international, est-ce qu'ils collent forcément aux intérêts ou bien aux objectifs du pays dans les domaines qui sont ciblés dans... Tout à fait. En fait, ces gens-là ont été choisis pour leur expertise technique. Okay. Vous savez, je pense que dans le domaine des compétences, bon, là, on n'a pas... frontière. Hein. Voilà. Et en plus, nous avons beaucoup mis l'accent sur la connaissance de l'environnement pour le choix de cette équipe. D'accord. Et ces étudiants, aujourd'hui, ils sont sélectionnés. Demain, c'est quoi la suite? Ils seront formés. Vous allez en faire quoi? Nous allons en faire des entrepreneurs managers. Nous allons en faire une élite économique qui va pouvoir non seulement créer des entreprises, mais créer des emplois. Parce que nous pensons que dans 2 ans, dans 3 ans, que ces entreprises-là pourront être des réceptacles pour les nouveaux formés. Voilà, donc voilà ce que nous attendons. Et c'est quoi le processus de formation? Quand est-ce que ça va débuter? C'est sur combien de mois? Alors, ça va durer 1 an. Nous avons une première période de 3 mois où ils seront formés à l'entrepreneuriat. Un volume horaire de 300 heures. Nous avons ensuite une formation qui est sectorielle dans les domaines où ils veulent créer leur entreprise. 300 heures également. Et pendant tout ce premier trimestre, nous allons leur installer chez eux des compétences linguistiques, l'anglais, des compétences numériques, des compétences organisationnelles pendant ce premier. Réaliser leur comptabilité, tout ce qui est problème fiscal, etc., à leur compte. Et eux se concentrent directement sur leur cœur de métier pour pouvoir développer, excusez le terme, leur business. Il ne s'agit pas de subventionner les projets et de dire nous allons donner de l'argent aux gens. Ce n'est pas le but. Nous allons par contre leur faciliter l'accès au crédit avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas au niveau des banques commerciales. Nous avons également ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Ces prêts d'honneur, c'est nous qui les garantissons. Nous, quand je dis nous, c'est le PSEJ. Ça veut dire que l'État garantir. Vous n'avez pas de fonds spécifiques de garantie, vous vous appuyez sur les fonds déjà mis en place par l'État comme le... Voilà, j'en viens. Il y a par exemple des structures au niveau international, ou même au niveau national, qui sont prêts à accorder du crédit, mais ils ne vont pas demander des garanties à ces jeunes parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas, mais c'est nous qui allons être le garant moral que ces entrepreneurs vont pouvoir payer. Et nous avons la garantie de l'État. La garantie de l'État se fera à travers les instruments publics qui existent. Je prends le cas du FONGIP.
Nous avons écouté tout à l'heure le représentant du directeur du FONGIP. Il nous a dit très clairement que l'État pouvait mettre à notre disposition des garanties jusqu'à hauteur de 80%. Donc je pense que c'est beaucoup d'opportunités qui sont offertes à ces jeunes et il faut tout simplement que le système soit bien mené, bien maîtrisé pour qu'on atteigne nos objectifs de création d'entreprises et de créateurs d'emplois. D'accord. Est-ce que sur ce rapport-là, vous travaillez, parce que apparemment vous êtes transversaux, vous parlez de FONGIP, on entend qu'il parle le ministre de l'entrepreneuriat féminin, on entend le ministre de l'emploi des jeunes. Tout ça recoupe un peu vos préoccupations. Est-ce que vous travaillez avec ces départements-là dans le cadre de la matérialisation de ce projet? Je pense que le fait de travailler en sectoriel a beaucoup nui à notre pays. Je suis très claire, je pense que nous devons aller en synergie. Le problème de l'emploi des jeunes est un problème difficile pour tous les pays. Même les pays développés font face à ce même problème. Quand vous entendez le taux de chômage dans ces pays, c'est exactement le même problème auquel ils font face. Au lieu de disperser tous nos moyens, ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, ministère de l'entrepreneuriat féminin, FONGIS, il faut qu'on arrive à adresser le problème de l'emploi des jeunes en allant en synergie. C'est la première chose que nous avons eu à faire. Nous avons fait le tour de toutes ces institutions. L'ANPEJ, le ministère de l'Emploi. Nous avons contractualisé avec beaucoup de ces institutions pour l'accompagnement de ces jeunes. Aujourd'hui, dans ce projet-là, ils étaient tous à la cérémonie de lancement tout à l'heure. Et je pense qu'ils ont eu tous à se prononcer de manière claire. Par ailleurs, il est évident que l'État ne pourra pas absorber tout le monde dans le cadre ne serait-ce des stages. Est-ce que vous avez noué des synergies avec le secteur privé pour pouvoir éventuellement prendre ces étudiants-là en stage dans les entreprises nationales? C'est la première chose, je pense, que nous avons eu à faire quand nous avons démarré le programme. Je prends juste le cas des jeunes qui veulent entreprendre dans le domaine d'éthique. Actuellement, nous avons trouvé des lieux de stage pour tous. Nous avons un partenariat avec Ideal, nous avons un partenariat avec la Sonatel, avec Atos, etc. etc. Donc, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le secteur privé pour absorber nos jeunes. Mais il se trouve que dans certains domaines, nous n'avons pas des entreprises peut-être qui sont investies ou qui sont performantes. Quand on fait le point au niveau de l'Afrique, vous savez combien d'entreprises il y a en Afrique? 65 millions d'entreprises en Afrique. C'est énorme. Quand vous allez au Ghana, quand vous allez en Afrique du Sud, qui ont cette culture de l'entrepreneuriat, vous pouvez trouver vraiment des lieux d'accueil de nos étudiants. Ça veut dire que c'est des perspectives d'accueil, de coopération pour vous d'exporter vos étudiants? Pas les exporter, mais les envoyer en mobilité. Oui, en mobilité, oui. On les envoie en mobilité dans ces entreprises. Ils vont travailler sur leur projet, comme j'ai dit tout à l'heure, et ils vont revenir pour pouvoir installer les entreprises ici. Et ça, c'est déjà signé? Il y en a qui sont déjà signés. Il y en a qui sont en cours. Par exemple, avec la Corée, nous avons travaillé en étroite collaboration. Corée du Sud? Avec la Corée du Sud, parce qu'avec notre ambassadeur, qui a pu nouer des partenariats avec des entreprises pour accueillir nos jeunes étudiants. Dans certains domaines très spécifiques. Pour l'Afrique pour l'Afrique, j'ai parlé du Ghana, j'ai parlé de l'Afrique du Sud et même de la Côte d'Ivoire. Nous revenons de la Côte d'Ivoire également. Et tous ces problèmes-là, je pense, ont trouvé, en tout cas, des solutions que nous présenterons à nos étudiants. Mais je pense que d'ores et déjà, on peut dire que ces problèmes de partenariat sont derrière nous. Une charité bien ordonnée commence par soi, on dit. Pour les entreprises nationales, elles s'engagent à hauteur de combien annuellement pour la prise en charge de ces étudiants? Au moins la moitié. Parce qu'ils sont dans 4 domaines différents. C'est pas énorme, ça fait 250 par domaine.
Donc la moitié des étudiants pourront être absorbés ici au niveau national. Et quels sont rapidement ces 4 domaines, hein? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'habitat, la construction, l'énergie. La moitié sur place? Oui, oui, ça c'est déjà fait. Pour la phase pilote, vous avez pris 1000 jeunes diplômés. Pour la suite, c'est quoi l'objectif? Mais nous allons continuer à recruter. Il faut dire que parmi ces 1000, il y a peut-être la moitié qui va créer des entreprises. La moitié ont la possibilité de poursuivre les études au sein du PSEJ. Parce que nous offrons 3 stades. Un cycle fondamental, un cycle intermédiaire et un cycle avancé, correspondant à une L3, une licence professionnelle, un Master 1 et un Master 2. Et ils ont une poursuite d'études. Mais n'oubliez pas que le plan Sénégal émergent, c'est 27 projets phares. Donc avec des entreprises qui vont s'installer ici dans notre pays. Il nous faut être prêts. Parce que si nous ne sommes pas prêts, et que ces projets s'installent, ces entreprises s'installent, en ramenant les ressources humaines, nous allons tomber dans ce qu'on appelle une croissance extravertie. Ça veut dire que les fruits de la croissance vont profiter à des entreprises étrangères et que pas à des nationaux. Nous ne voulons pas de ça. Donc pour vous, on est dans un processus d'anticipation. On est dans un processus d'anticipation où une partie des formés pourront intégrer ces projets. Une partie pourra créer et une partie pourra entrer en poursuite d'études. Vous avez constaté de l'enthousiasme par rapport à ces jeunes-là, 8000 qui ont déposé dossier de candidature et finalement 1000 retenus. Moi, je pense que... Il y a des listes d'attente, non? Moi, je pense que plus au-delà de l'enthousiasme, c'est l'espoir. Il faut qu'on soit conscient qu'il nous faut créer des perspectives claires pour la jeunesse de notre pays. Sinon, ce qui s'est passé dans d'autres pays peut se passer dans notre pays. Il ne faut pas qu'on soit rattrapé par des jeunes diplômés et qui n'arrivent pas à s'insérer. C'est un gros risque. Et il ne faut pas courir. C'est l'occasion ou jamais avec le plan Sénégal émergent. Il faut profiter un peu de cette fenêtre ouverte sur l'éducation, la réforme. Je pense que ce projet pilote aura une durée dans le temps. Ce que nous voulons, c'est une mise à l'échelle. Que tous les établissements d'enseignement supérieur puissent répondre à la commande publique, de savoir que l'État voudrait, sur les 10 prochaines années, qu'on forme 10 000 techniciens dans le domaine de l'agriculture, 5 000 dans le domaine du transport, etc. Et que les universités puissent répondre à cette commande publique. C'est ça que nous recherchons. Ça, c'est institut public comme privé. Institut public comme privé. Dès le mois de janvier, par la grâce de Dieu, nous ferons un tour au niveau des universités pour pouvoir, je ne vais pas dire sensibiliser, parce que tout le monde sait que c'est ce que nous devons faire, mais acquérir leur engagement à répondre à la commande publique. Ils sont enrôlés aujourd'hui, ils débutent officiellement les activités et les cours quand? Le 16, du 9 au 16, nous avons les inscriptions administratives, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons travaillé de manière virtuelle, mais là, nous allons passer à l'analyse des dossiers et à partir du 16 décembre, les cours vont démarrer. L'inscription, c'est vous qui prenez en charge ou alors est-ce que c'est eux qui vont... Non, nous nous sommes alignés sur les droits d'inscription. Il ne faut pas être injuste dans un pays. On s'adresse à la même jeunesse. Ils vont devoir débourser de leurs propres poches? Ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà payé les droits d'inscription. Et je dois dire que nous nous sommes alignés. Ça va à combien les droits d'inscription? 25 000 francs, parce qu'il s'agit comme à l'université. Et il y a parmi donc, les candidats retenus, à peu près 5% qui ont déjà une activité rémunératrice. Ces gens-là, ils ont payé 100 000 francs pour répondre à une solidarité. Il faut que ceux qui sont